Vous allez nous présenter le centre d'animation que vous concevez dans le 18e arrondissement, donc le Hébercube, comme vous l'appelez, dont le chantier en est encore à son démarrage. Donc, merci pour toutes ces introductions qui nourrissent la réflexion. Je vais essayer quand même de rester à ma présentation et pas de répondre à vos interventions. Lorsqu'on a pris le sujet, puisque c'était un concours en fait qui était lancé par la mairie de Paris, on a essayé de se poser quelques questions fondamentales sur quel est ce lieu, sans aller chercher dans l'histoire, mais plutôt d'essayer de réfléchir à partir de nos propres expériences et puis des expériences éventuellement qu'on a eues avec nos enfants ou nos expériences familiales. En fait, le centre d'animation a un statut particulier. C'est un peu ce qu'on appelle maintenant un tiers-lieu ou un espace finalement pas très défini, donc finalement relativement intéressant, puisqu'on n'est ni chez soi, ni à l'école, ni dans un cadre entre guillemets structuré où on doit quelque part prouver ou créer, en fait, avoir des prestations bien définies. Dans le centre d'animation, finalement, c'est une sorte de bulle de liberté dans notre esprit. C'est pour ça. Et le médium, finalement, qui nous semblait le plus adapté, c'est un peu le médium de l'eau, un médium liquide qui, finalement, peut se former, même si après, le bâtiment doit être construit et défini de manière architecturale, construite. Pour nous, ce qui était intéressant, c'était de définir un peu cet espace de liberté par la bulle et notamment dans un contexte parisien relativement dense et concentré. Cette respiration, en fait, on pensait pouvoir l'intégrer dans notre projet à plusieurs niveaux. Tout d'abord, on est une agence franco-suédoise. On travaille sur des projets de taille très différente, programmes très différents. Là, c'est le Mine de Nantes que vous citiez tout à l'heure, qu'on vient de livrer avec une structure en bois. Vous verrez après la comparaison avec le Hébercube. On est à des échelles complètement différentes, mais finalement, notre réflexion sur la flexibilité, sur la convivialité, sur des lieux de rencontres, on essaie de la développer à toutes les échelles. Là, dans le Mine de Nantes, on a pris soin de créer un espace central, la place de marché, qui finalement devient un lieu de rencontre aussi. On n'est pas simplement dans le Mine, c'est un peu c'est le Rungis, hein, en fait, c'est le marché de gros de différents produits. Et qui finalement devient de plus en plus de la logistique aujourd'hui, mais on a voulu recréer ce lieu de rencontre. Je n'irai pas trop dans le détail, puisque là on se concentre sur le Hébercube. On a travaillé sur une école d'architecture au Danemark, où effectivement il y avait cette polyvalence aussi des usages, avec dans notre concept, dans notre proposition, un niveau haut qui concentre les salles de cours dédiés vraiment aux étudiants, et un niveau bas très très perméable où finalement dans le concept danois, en fait dans la programmation danoise, on avait une ouverture au public, c'est-à-dire l'utilisation possible des ateliers par le grand public, où effectivement on a une mixité de public entre les étudiants, vraiment une ouverture sur la ville, et le haut plus une concentration plutôt plus théorique et plus concentré, et en bas plus de l'expérimentation. Nous commençons la réalisation d'une école à Bordeaux, un groupe scolaire qui démarre en chantier ce printemps, où là aussi le programme est finalement assez varié et une demande de flexibilité et de lieux de rencontres un peu différenciés. On voit que finalement les programmes même scolaires évoluent maintenant vers autre chose. On travaille également sur un centre dédié au nomadisme à Dakhla, dans le sud du Maroc. Et là aussi, c'est à la fois un musée, un centre culturel, un lieu pas très défini finalement, et où on doit réfléchir à cette multiplicité des usages
et en fait proposer plutôt une structure qui peut accueillir les idées et les volontés des utilisateurs plus qu'un programme défini et extrêmement structuré. Donc je vous disais, le Ebercube, vous le voyez en haut à droite, en comparaison avec nos autres sujets en cours. Finalement, c'est notre plus petit projet en réalisation aujourd'hui. Je pense qu'on peut le... Je crois il fait un 60e du mine, à peu près. Mais ce n'est pas le moins important, puisqu'on l'a mis en haut de notre listing. Et on est aussi tout en haut de Paris, puisqu'on est tout au nord du Paris, dans le 18e arrondissement, pas très loin du périphérique. Donc là, vous voyez la surface, 960 mètres carrés, plus des espaces extérieurs, puisque le programme n'est pas simplement le Ebercube, mais aussi les terrains de sport autour de l'équipement, enfin, qui font partie du projet architectural. Vous voyez son implantation, je ne rentre pas trop dans le détail. On est dans un quartier relativement hétéroclite, très contraint par les infrastructures. Vous voyez en haut à droite, finalement, les infrastructures ferroviaires qui encerclent un peu le quartier, donc un petit peu enclavé. D'autant plus de raisons de créer cette bulle d'air, cette respiration. Vous voyez en bas à droite ce qu'on appelle en allemand le Schwarzplan, où on indique les volumétries. On a quelque chose de très hétéroclite, des grands bâtiments industriels, un tissu un petit peu haussmannien, mais qui est relativement fragmenté avec des interventions des années 60, une grande tour. Voilà, on est dans quelque chose d'assez assez hétéroclite. Ça, c'est aussi une volonté affirmée de la mairie de Paris de reverdir Paris. Il y a des programmes, je ne rentrerai pas dans le détail, mais vraiment de créer des milliers de mètres carrés de végétaux, de toitures végétales qui participent à la biodiversité de Paris et aussi à la lutte contre les effets de réchauffement. Donc, on a pris soin d'intégrer ça dans notre projet. Voilà l'image depuis la rue, depuis l'accès. On est sur un terrain avec une déclinivité. Je vous montrerai ensuite l'implantation du bâtiment par rapport au terrain. Les terrains de sport sont un petit peu en contrebas. On vient en fait s'implanter sur un rez-de-chaussée haut et on a donc un rez-de-chaussée bas. Et vous voyez finalement l'échelle du bâtiment. Il y avait cette terminologie de maison de quartier qui c'est pas une maison de quartier, mais on trouvait finalement que cette forme de redonner une forme de maison, finalement, une maison, c'était assez intéressant. Vous disiez que finalement, on transformait des maisons bourgeoises en MJC à une certaine période. On trouvait que l'échelle de la maison était assez appropriée, finalement, et que des jeunes qui habitent dans des grands ensembles ou dans des ensembles plus importants pouvaient aussi retrouver finalement une échelle un peu domestique dans ce bâtiment. On n'a pas voulu jouer l'effet de la transparence complète, ce qui était un peu en vogue ou qui est toujours en vogue, de tout vitrer, mais finalement plutôt de faire des grandes ouvertures, des fenêtres, et de garder un certain secret. On a tous tendance à vouloir vitrer pour donner la transparence et donc l'ouverture sur le quartier dont vous parliez aussi tout à l'heure, ce qui est important dans le projet. Mais on trouvait de trouver cet équilibre entre ouverture et puis un petit peu intériorité. On a aussi besoin de murs dans les ateliers, de pouvoir afficher. On a besoin et puis on doit répondre au plan climat de la ville de Paris, qui ne nous autorise pas à tout vitrer, puisqu'on doit être économe en énergie. Donc ce que vous voyez émerger en haut, c'est notre espace un peu secret, sur lequel on reviendra ensuite. Très rapidement, on voit l'implantation actuelle et l'implantation qui n'est plus actuelle puisqu'on est en chantier, et l'implantation future. Donc on a le centre d'animation, l'anime, qui vient s'aligner sur la rue pour avoir une plus grande présence et s'affirmer, et les terrains de sport qui sont redisposés. On avait aussi un TEP dont le fonctionnement, donc il était important d'avoir c'est un terrain de sport ouvert finalement,
aux activités libres. Enfin, si je ne me trompe pas dans l'organisation, dans le fonctionnement, c'est important d'avoir une continuité d'usage et de ne pas interrompre le fonctionnement, notamment pour pas qu'on brûle notre centre d'animation. Non, voilà. Là, quelques concepts en fait qui nous ont guidés sur la conception du projet. La porosité ou la perméabilité du bâtiment. Vous le verrez ensuite dans les plans. C'est important pour nous que le rez-de-chaussée soit traversant, que l'on puisse être un petit peu que l'on puisse avoir une perspective sur le fond, sur le cœur du projet. La modularité ou l'évolutivité ou la flexibilité, en fait, pour ceux qui étaient enfants dans les années 70, le Rubik's Cube nous a tous marqués. Et finalement, ce cube que l'on peut transformer, moi j'étais jamais très très bon à ça, mais en tout cas j'ai un peu essayé de le tourner. Ce qui est intéressant dans le Rubik's Cube, c'est que finalement on a un cube, mais qui peut devenir autre chose en fonction de sa dextérité. On arrive à lui donner différentes formes, différents aspects. Et c'est un petit peu notre point de départ, pas que pour ce projet, mais le fait de la modularité et de l'évolutivité de nos projets. La polyvalence, ça, je pense que vous en avez parlé beaucoup, mais effectivement, aujourd'hui, peut-être que le studio musique est plus important que le labo photo, mais cette multiplicité sur un équipement relativement limité en surface est intéressante dans la friction en fait, entre les différentes activités. La compacité, ça c'est aussi un petit peu une vision plus importante, enfin, à plus grande échelle, la compacité de nos bâtiments est importante à différents niveaux. Ce qui nous a inspiré là, c'est un peu les jeux d'enfants où finalement on essaie de retrouver une forme à partir de modules les plus compacts possibles et d'optimiser les surfaces. Et donc notre jardin secret, en fait, on n'a pas percé le mur, mais on a posé le jardin sur le niveau le plus haut, sur la terrasse, mais on lui a donné finalement 4 parois pour en faire une pièce à ciel ouvert, ce qui nous donnait quelque part. Aujourd'hui, on veut à chaque fois la transparence et la visibilité. On trouvait que cet espace un peu secret pouvait être aussi important dans un quartier qui est finalement très ouvert. Là, d'avoir un petit peu d'intériorité et de intimité, oui, voilà exactement le terme que je recherchais. Vous voyez sur la droite l'idée de flexibilité en fait dans la trame structurelle. On a peu de murs porteurs, on a une trame ouverte qui permettra de faire évoluer l'intérieur du bâtiment sur le long terme, puisque dans quelques années, on voudra faire d'autres activités. Donc, pour que le bâtiment survive, il faut aussi qu'il soit évolutif. Les enveloppes, une enveloppe ouverte aux bons endroits pour donner la bonne lumière et les bonnes vues. Et aussi une sorte de pigmentation de la façade. On le verra quand on visitera le bâtiment cet automne. Les coupes qui montrent, et là je trouvais assez intéressant, la coupe du bas est assez similaire à une des coupes que vous montrerez. On utilise la déclinivité pour venir loger le studio de musique, le studio d'enregistrement dans le terrain, ce qui donne une meilleure insonorisation finalement. Vous voyez les deux, le plateau et le plateau bas du sportif. Là, on part du bas et on monte. On voit le rez-de-chaussée bas avec son studio d'enregistrement. Je passe assez vite, puisque je pense que vous voulez aussi pouvoir échanger un petit peu. Je ne sais pas si le laser fonctionne. Voilà, j'essaie de ne pas vous pointer. La traversée qui nous semblait intéressante avec l'entrée, donc un petit creux qui donne un micro-parvis, mais qui nous semble important dans la rencontre entre l'équipement et la ville. Ce hall qui finalement est relativement compact avec l'escalier qui permet donc d'accéder au niveau. Le secteur de convivialité qui s'ouvre sur un jardin arrière. Et ici, l'espace en fait destiné aux jeunes. Et
où on peut effectivement le faire fonctionner un petit peu en autonomie en soirée, comme ce qu'on évoquait tout à l'heure. À l'étage, finalement, l'étage un peu noble, où on concentre la plupart des salles, des ateliers et la salle de danse. Donc avec au centre un espace de distribution, un peu de convivialité qui permet finalement d'attendre ou de distribuer les 3 espaces principaux, mais qui pour nous était très important aussi de créer ce cœur finalement où des activités peuvent venir se frotter les uns aux autres, où les familles peuvent attendre leurs enfants, etc. Donc on arrive sur le clou du spectacle, si on veut bien, la terrasse qui est un jardin pédagogique, qui était aussi une demande du programme et qui nous semble aussi donner une plus-value finalement à l'ensemble du bâtiment. Et ensuite, la toiture avec les panneaux photovoltaïques qui contribuent aussi donc au plan climat avec la création d'énergie sur le toit. Comme je vous montrais, on a une compacité du bâtiment, donc on doit utiliser chaque possibilité pour donner de la qualité architecturale au projet, et notamment l'escalier principal, l'escalier public qui relie l'ensemble des niveaux, nous donnait un peu cette possibilité de créer un espace différent de rencontre qui relie donc le studio d'enregistrement, le hall d'accueil, la salle de danse et le jardin pédagogique. Notamment, ces circulations verticales sont importantes. Elles doivent être aussi adaptées à tout public, donc accessibles, fonctionnelles, mais aussi avec une certaine poésie. Je vous montre rapidement les plans qui vous montrent un petit peu nos idées là sur la compacité, sur la flexibilité des espaces. Toutes ces cloisons sont légères et pourront être modifiées si on pense avoir des besoins différents dans le futur. Et là, vous voyez donc la traversée visuelle qui était très important pour nous, l'escalier, l'accueil qui est aussi positionné de manière centrale pour pouvoir finalement optimiser le fonctionnement, proche de toutes les différentes activités. La salle de danse qui se trouve ici, les 2 ateliers et l'espace d'attente, de convivialité au centre avec les vestiaires. Donc finalement un programme relativement restreint, mais dont le travail fin nous a permis d'optimiser vraiment au niveau de l'utilisation des surfaces. Et le jardin pédagogique avec finalement ces parois qui créent façade et qui finalement donnent plutôt une vue du ciel. Et un petit peu, on s'extrait un petit peu du contexte, on voyage dans son quartier quelque part, on a une vision différente de son environnement. Je termine sur notre approche, un peu nos mots-clés dans le travail sur lequel je ne vais pas vous les lire, mais simplement pour vous dire que ce projet relativement petit par sa taille condense aussi un petit peu les différentes idées sur lesquelles nous travaillons dans nos autres projets. Voilà. Je suis dans les temps ? Vous êtes parfaitement dans les temps et je vous en remercie. Merci beaucoup, Éric Julitier.